Bonsoir! On est aujourd'hui lundi le 24 mai. C'est le 10e live dans la tête d'Aro. Je suis vraiment contente de réaliser que ça fait 10 semaines que je suis en train de bâtir une communauté, 10 semaines où je partage le meilleur de moi avec authenticité. Ce soir, on a un sujet qui me touche vraiment beaucoup, puis je pense que j'ai revu mes notes et tout ça, puis je peux vous dire que beaucoup de dévoilements ce soir personnel. J'ai vraiment l'impression de m'ouvrir à vous. Ce soir, le thème, c'est le secret du bonheur, l'autosuffisance. Puis je vais parler de virage professionnel aussi. Mais je veux déjà aussi vous expliquer dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, parce que les 3 dernières journées, c'était vendredi, samedi et dimanche, c'était le vernissage, la collection, le temps nous appartient. Un vernissage, une exposition en temps de pandémie sur réservation, sur rendez-vous. Et j'ai passé 3 journées magnifiques. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, ce qui me touche vraiment beaucoup. Les gens ont répondu présent, puis l'événement a connu quand même un très beau succès. Je suis vraiment contente. Mon niveau d'énergie aujourd'hui est un petit peu plus bas que les semaines précédentes, dû au fait que ça a été comme un marathon de quasiment 30 heures en 3 jours de travail, mais je suis contente d'être là. Puis quand j'ai travaillé sur la préparation du live la semaine dernière et aujourd'hui principalement, je me rends compte que c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup, l'autosuffisance. Puis je vais tenter de vous expliquer d'où ça vient, puis pourquoi je vous parle de ce sujet-là. Puis de la façon que j'ai aiguillé le live ce soir, c'est que je vais vous partager certaines expériences. Par la suite, je vais vous expliquer d'où viennent, en tout cas, d'où vient le bagage derrière tout ça. Puis je termine avec un super de beau texte, puis je vous présente, je pense que c'est 16 ou 18 solutions, ma recette du bonheur, donc des ingrédients pour finalement réussir à s'autosuffire. Puis je vais déjà définir, bon, selon le dictionnaire, parce que j'aime toujours aller valider la définition des mots. Là, il parle d'autosuffisance dans notre capacité à subvenir à nos propres besoins. Fait que là, je ne parlerai pas de finances ou quoi que ce soit, mais je vais aborder le thème vraiment sur notre capacité à se choisir, notre capacité à se faire passer en priorité, notre capacité à être authentique, notre capacité à se respecter. Puis, pour vous amener à comprendre la teneur de mes propos, puis d'où viennent mes propos, j'ai besoin de vous mettre un petit peu dans le contexte. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Mon père était dans la restauration et j'ai quitté l'entreprise familiale à l'âge de 19 ans à la fin de mes études pour rentrer pour la compagnie Les Soupes Campbell où j'ai resté pendant 10 ans et déménagé à Montréal pendant quand même 8 ans. Et on est revenu, moi et mon conjoint, pour acheter l'entreprise familiale en 2005. Puis déjà, à ce moment-là, j'étais dans les attentes. Hein, quand on rachète l'entreprise qui existe déjà depuis 20 ans, la pression qui vient avec le fait que c'est toi qui es le porteur finalement du chapeau puis qui assure la transition familiale, ça, c'est quelque chose définitivement, en tout cas dans mon cheminement à moi, qui a eu un gros impact dans ma vie future dans ce geste-là. Puis, j'ai réalisé aussi que les croyances de mon père, ils étaient très ancrés profondément en moi aussi, probablement avec mon enfance et autres, puis je vais vous en parler un petit peu. J'ai vraiment eu du plaisir à travailler dans la restauration jusqu'en 2014. Ça a été vraiment des années là, où on avait de l'ambition, on voyait grand, on a vécu plein de choses. On a ouvert un 2e restaurant qui a été quand même une épreuve importante à ce moment-là. Puis, en 2014, j'ai fait un burn-out. 2 juillet 2014, incapable de rentrer au travail. On rentre dans notre saison, c'est nos 6-8 plus grosses semaines de l'année, puis la patronne est sous le dos. Je rencontre mon médecin, elle dit, tu prends l'été de congé minimum, elle dit, tu n'es pas en mesure de travailler. Puis ça a été un gros choc, 1, d'accepter la situation, mais 2, de réaliser
quand les gens te demandent c'est quoi que tu aimes, tu as le goût de faire quoi, comment tu te sens, puis tu n'es même plus capable de répondre. Tu es rendu un automate qui est juste dans l'action de faire, de gérer ton entreprise, gérer tes employés, gérer les RH, gérer l'approvisionnement, gérer le tout. Fait que tu es un chef d'orchestre, ou en tout cas, à la limite, je vais dire une germaine, là, parce qu'on fait juste gérer. Mais les deux fils se sont touchés de mon côté, puis j'ai eu besoin de faire une introspection à savoir d'où ça venait. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que je m'étais rendue aussi loin dans mon état de fatigue? Puis, tu sais, quand on parle d'autosuffisance, ben capacité à se choisir. Dans ma vie, je viens d'un milieu familial, bon, où ma sœur est handicapée de naissance, mon frère a arrêté l'école très jeune, il n'y a pas son secondaire 1 ou 2 de fait. Mon père travaillait 100 heures par semaine, on ne le voyait jamais, puis ma mère était malade, elle avait la sclérose en plaques. Fait que j'ai pris en charge très jeune et mon désir de plaire et d'attirer l'attention de mes parents par rapport à ce qu'il y avait à gérer eux de leur côté était dans le succès. Donc, j'étais celle qui performait. Donc, le syndrome de performance, le syndrome d'excellence m'a habité très, très jeune. Pour attirer l'attention de mes parents, j'ai réalisé que j'en faisais toujours plus. J'arrivais avec des meilleures notes. Je réalisais des projets, je faisais des choses grandioses pour attirer l'attention. Puis ce syndrome-là de performance, ce syndrome-là de reconnaissance, ben, il m'a guidée jusqu'à aujourd'hui. Puis malgré le fait que c'est quelque chose qui est très présent en moi, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai tenté, en tout cas, et que je tente d'observer avec un petit peu plus de hauteur, puis apprendre vraiment un certain détachement. Puis, la raison pour laquelle je vous raconte ces choses-là, ben, c'est parce que ça va venir teinter le contenu que je vais vous partager là, par la suite dans ce live-là sur les éléments, dans le fond, de mon secret du bonheur avec l'ensemble des prises de conscience que j'ai fait dans ma vie. J'ai réalisé dans mon désir de validation, dans mon besoin de validation, qu'il y avait aussi un élément d'influence. J'étais quelqu'un qui était influençable, j'avais probablement une faible estime de moi, j'avais un grand manque de confiance en moi, puis le désir de partager ce que je faisais, le désir de partager mes projets, c'était dans l'optique d'aller chercher une certaine validation, puis à la limite, une certaine reconnaissance de façon détournée. Entre 2014 et 2020, il est arrivé quand même beaucoup de grandes épreuves dans ma vie. Comme je vous parle, en 2014, ça commence par un burn-out. Et 2 mois après, j'ai dit à mon conjoint, si je ne reviens pas maintenant, donc en septembre, à la fin de l'été, je ne reviendrai jamais. Puis, j'ai réalisé la portée de ce propos-là, puis la lourdeur du métier que j'avais choisi de prendre le relais de mon père, c'était principalement aiguillé sur le fait que nous, dans la restauration, en tout cas le restaurant où j'étais, on avait un livrable dans 20 minutes, puis on était rendu avec une pression de la clientèle tellement grande de performance et d'excellence, puis je le comprends parce que la restauration, on s'entend, c'est un luxe, mais quand tu es rendu que ça devient nocif pour toi comme entrepreneur, comme propriétaire qui a 75 employés à gérer puis qui dépend de ces 75 employés-là au service du client, ben, des fois, il arrive des choses qui tombent entre deux chaises. Il arrive une commande qui n'arrive pas complète. Il arrive un steak qui est trop cuit. Il arrive. Puis souvent, les gens avaient de la difficulté à avertir ou aviser le serveur qui faisait un suivi à la table. Puis, ils mettaient des commentaires sur les réseaux sociaux. Puis, malgré le fait qu'on servait un peu plus de 100 000 clients par année, je m'arrêtais à les 4, 5, 7 clients qui écrivaient sur les réseaux sociaux des commentaires désobligeants à notre égard. Puis, je le prenais personnel. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé tellement lourd puis qui a affecté tellement la vision d'ensemble. Hein. Tu sais, j'étais pris dans ma forêt. Je me mettais une pression tellement grande que c'est ce qui m'a amené à faire mon burn-out, entre autres en 2014. On avait 2 restaurants aussi à cette époque-là et on a pris la décision, suite à mes soucis de santé, de vendre le côte à côte. Je suis rentrée en avril 2016, quelques mois plus tard, à l'école d'entrepreneurship de Beauce au programme Élite, qui a été un parcours extraordinaire, jalonné de beaucoup de prises de conscience, mais jalonné aussi d'une grande pression qui vient de moi, de dire on investit une somme importante dans le déploiement, puis on est 26 entrepreneurs, on est 26 entrepreneurs qui vivons
des enjeux différents, mais on est 26 entrepreneurs qui sont là avec une intention de grandir, puis on se fait dire tout de suite à l'arrivée, j'ai de grandes attentes pour toi. Fait que là, tout le concept de croissance, tu l'appliques au départ à ton entreprise au lieu de le baser sur une croissance personnelle. Fait que c'est une pression additionnelle que je me suis mis. Puis, à travers ça, ben, vous le savez, Arrow est né en février 2017. Jamais j'aurais pensé 4 ans et demi plus tard que ça allait être mon métier maintenant. Mais quand c'est arrivé, c'était juste un loisir au départ. Mais qui est quand même rapidement grandi parce qu'en août 2018, j'ouvrais ma galerie d'art. En février 2019, j'ai fait un deuxième burn-out. Donc, j'ai posé un genou au sol, je me suis ramassée à l'hôpital et j'ai dû prendre une période de repos qui a quand même assez été longue. Puis, dans cette période de réflexion-là encore, parce que tu dis, attends, là, t'as rien compris, parce que c'est ce que je me suis posé comme question. Je dis, écoute, les signaux étaient là, tu les as pas entendus. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas écouté, que tu t'es pas choisi cette fois-là, que tu n'as pas priorisé. Puis j'ai réalisé à un moment donné qu'on a comme l'impression d'être dans un train, puis on sait juste plus comment l'arrêter. Tu sais, il y a une pression de continuer. Le pourvoyeur de 75 familles, tu es l'entrepreneur qui doit se lever, puis de ralentir, de diminuer la cadence, de diminuer à la limite même le niveau de livrable, hein, de qualité de ce que tu offres. C'était pas en moi. Puis c'est quelque chose que j'avais beaucoup de difficulté à accepter, le fait d'en faire juste moins. Puis à l'été 2019, mon conjoint a eu un diagnostic de maladie grave, la sclérose en plaques, comme ma maman qui venait de décéder aussi. Fait que ce désir-là de vendre le resto, on a perdu la vente à cause de la COVID et tout ça. Fait que, tu sais, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, de douceur. Il y a eu des grandes épreuves, il y a eu des grands moments de difficulté. C'est pour ça aujourd'hui que j'avais le goût de vous parler du secret du bonheur. On s'entend, là. J'ai pas la recette miracle du bonheur, mais j'ai définitivement des ingrédients à mettre dans sa recette pour réussir à prendre conscience. Puis si jamais vous avez le goût de commenter les propos, ben n'hésitez pas. Mes commentaires sont prêts je suis prêt à vous lire puis à répondre à vos questions aussi sur le sujet. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, vous allez vous dire, mon Dieu, Caroline, pourquoi ça a été aussi long dans ton processus de virage professionnel, hein, de dire, bon, ben, en 2014, tu as des soucis de santé, les premiers signaux comme quoi que tu as un peu moins de plaisir dans le travail, au restaurant comme propriétaire, puis que tu fais vraiment le virage professionnel complet vers Arrow à temps plein officiellement là, en juin 2020. Fait que c'est quand même presque 6 ans hein, pour gérer un virage professionnel, gérer un sentiment qui m'habitait, qui était de doute. J'étais mêlée. J'avais l'impression de ne pas nécessairement être à la bonne place. Puis, mais je n'avais pas toutes les réponses non plus pour faire les bonnes actions. Puis, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à le faire, probablement trop. Puis, c'est un peu de ça que j'ai le goût de jaser avec vous, puis de vous donner des outils. Si vous vivez des similitudes avec les propos que je tiens, ben de peut-être utiliser ou en tout cas vous y référer, puis d'entamer une réflexion à savoir quelle importance vous avez dans votre propre vie, puis quelles sont les actions au quotidien que vous posez pour prendre soin de vous, puis être aligné avec, tu sais, quand on dit être sur son X, ben d'être aligné, quelles actions vous prenez. Puis, je me suis questionnée dans ma réflexion d'aujourd'hui encore à savoir pourquoi ça a pris 6 ans à faire ce virage-là complet. Puis, quand on est entrepreneur ou qu'on est la relève familiale, il y a une pression qui vient de la famille aussi, de dire, bon, ben mon père le fait 75 ans, il compte sur moi. Donc, d'affronter, de dire, ben, de se choisir, hein, l'autosuffisance, c'est ça pour moi, c'est de dire qu'est-ce qui est bien pour moi, nonobstant ce que les autres vont penser. Donc, de se défaire du regard des gens, d'apprendre à voir les choses sous son regard, mais sans nécessairement être obligé de penser à tout le monde avant soi-même. Puis, je ne voulais pas déplaire. Il y avait des bénéfices pour ma famille, qu'on ait le restaurant, moi et mon conjoint, puis de prendre la décision de le vendre ou de faire autre chose, c'était quelque chose qui était quand même difficile à faire.
avec les années, auparavant, j'étais salariée pour Campbell. Quand on est tombé propriétaire, ça a été quand même une période où très faste au niveau de notre situation financière. Avant ça, on avait de la difficulté, sans dire à joindre les deux bouts, mais il n'en restait pas tant que ça. Alors que là, on a réussi à se bâtir du capital financier, du capital immobilier. On a bien vécu. Puis quand tu touches à cette richesse-là, puis je ne parle pas nécessairement juste de l'argent, mais quand tu touches à la réalisation de tes rêves, puis que cette réalisation-là passe par le capital financier, ben à un moment donné, tu te conditionnes à dire, écoute, là, c'est bon, c'est un gros été, mais on va se reposer cet hiver ou on va voyager cet hiver, fait que ça vaut la peine de le faire cet été. Fait que tu justifies sans nécessairement définir si c'est vraiment ça qui résonne en toi, mais tu te fais croire, tu te fais des accroire finalement comme quoi que c'est une compensation qui vaut la peine, que l'énergie que tu déploies dans quelque chose qui n'est plus aligné, ça fait définitivement, en tout cas, réfléchir. Puis comme je vous dis, j'avais pas nécessairement les idées claires pendant tout ça. Puis la dualité entre entrepreneur et la carrière artistique, c'est quelque chose que j'ai maintenu pendant presque 3 ans et demi, à me dire que je pouvais pas vivre d'Arrow à court terme, que je devais bâtir l'image d'Arrow. Puis encore là, tout ce qui se dit, les croyances populaires sur la vie d'artiste, j'en fais une vidéo justement qui va paraître là, dans les prochaines semaines de l'été. Et il y a tellement d'appelés et peu d'élus dans ce métier-là que de dire d'en faire un choix de carrière, ça prend vraiment de l'audace. Il faut vraiment y croire profondément pour penser que ça peut fonctionner. Puis, c'est ça. Fait que c'est une des raisons pour laquelle ça a été aussi long pour moi faire ce virage-là. J'avais besoin de bâtir Arrow puis créer des fondations solides pour potentiellement un jour faire ce virage-là. Puis, j'avais aussi un syndrome qui m'habitait, c'est je suis mon entreprise et moi. Puis de me défaire de cette histoire-là de l'entreprise familiale, de fait d'avoir été 15 ans comme restauratrice avec mon conjoint, c'est quelque chose qui a pris du temps à gérer. J'ai fait des prises de conscience quand même importantes dans ce chemin-là de 6 ans dans le virage professionnel, puis dans les défis de santé, les défis familiaux qu'on a vécus. La première chose, c'est ne pas faire l'autruche, puis régler les choses au fur et à mesure. J'ai été là au moins 3 ans à avoir des défis importants avec notre directeur du restaurant à l'époque et parce que Arrow était là, parce que je me suis mis la tête dans ça, parce que je ne voulais pas revenir dans le restaurant à temps plein. Fait que c'était comme un échappatoire de me lancer dans Arrow au départ, mais je n'ai pas réglé ce que j'aurais dû régler, puis parce que je n'avais pas le goût de le faire. Mais les dommages ont été tellement plus importants après. Puis, mais j'ai réalisé que j'ai fait l'autruche à me mettre la tête dans le sable, à dire, je sais que c'est pas beau, je sais que ça sent pas bon là-bas, mais j'y vais pas, puis je le gère pas. Fait que de régler ça, ça aurait été, sur le coup, aurait probablement été plus difficile, mais au final, plus bénéfique et pour l'entreprise, mais surtout pour moi. Écouter son intuition. Quand en tout cas, dans mon cas, j'ai acheté le rêve de ma famille, j'ai acheté le rêve de mon père. Ça a été mon rêve peut-être au moins, peut-être 10 ans sur 15, mais ça n'a jamais été celui de mon conjoint. Puis on s'est investi là-dedans tous les deux, puis au détriment de nos santé respectives. Fait que quand on sait qu'on n'est plus à bonne place, mais qu'on le fait pour les autres et non pour soi, à un moment donné, ça crée ce que ça crée. Puis une des prises de conscience, c'est d'écouter son intuition. Ça fait toute une différence. Dire les vraies choses. Des fois, on tend à rendre les choses un peu plus belles qu'elles sont ou on se fait demander comment ça va, puis ça va bien. On a l'impression d'être un peu au-dessus de nos affaires. On est pris tellement dans un tourbillon qu'on a même la difficulté à se poser la question. Mais de prendre le temps de prendre du recul, j'appelle ça monter au deuxième, là, au balcon, puis de regarder les choses dans l'ensemble, puis de dire, c'est encore ça. Puis de réaliser qu'il n'y a rien de permanent. L'idée que j'ai aujourd'hui que ça, c'est bon pour moi, ça se peut que dans un mois, ça change, puis c'est correct. Puis d'avoir une porte de sortie dans tout ce qu'on fait, puis de se donner le droit d'arrêter quelque chose si ça ne nous rejoint plus. Je pense que ça aussi, c'est une des grandes prises de conscience que j'ai fait dans ce processus-là.
Ma plus grande prise de conscience, c'est le fait que je suis la personne la plus importante dans ma vie. Puis ça, je l'avais oublié, là, je vous dirais jusqu'à l'âge de 45 ans, puis j'en ai 46. Ça fait 1 an que je vis vraiment, pour moi. Ça fait 1 an. Avant ça, je vivais, pour mes employés, je vivais pour ma famille, je vivais pour ce que les autres vont penser, je vivais pour, les clients. Puis toute cette quête-là, faisait dans le fond que j'étais vraiment pas sur mon X. Hem, quand ma mère est décédée, ça a été vraiment une prise de conscience. Puis les gens qui sont venus ce week-end pour l'exposition Le temps nous appartient, je les accueille en disant que le thème de l'exposition Le temps nous appartient est venu d'une discussion que j'ai eue avec ma mère il y a quelques années où elle me dit: Ah, Caroline, tu devrais faire ça. Puis je dis: Maman, j'ai pas le temps. Puis ma fille, elle dit: Remplace le mot temps par le mot vie. J'ai pas de vie. Elle dit: Je veux juste que tu comprennes. Elle dit: Je voudrais pas que tu passes à côté de ce qui est essentiel dans la vie. Puis elle dit: Il n'y a pas juste le travail. Puis cette réflexion-là que j'ai eue avec ma mère est née finalement, Arrow, est née la peinture, est née l'histoire de mes œuvres, est née un paquet de choses, dont l'exposition qui est en cours en ce moment. Mais, tu sais, la vie commence le jour où on comprend qu'on en a juste une seule, puis qu'il faut la vivre pour soi. Puis de réaliser aussi que le plus important, c'est ici et maintenant. Quand on est entrepreneur, je ne sais pas s'il y en a beaucoup avec nous là, ce soir en live, mais quand on est entrepreneur, on est toujours dans les plans stratégiques à penser au futur, puis on en oublie souvent à dire que le plus important, c'est ce que je suis en train de faire ici, c'est la personne qui est devant moi, c'est le moment que je suis en train de passer avec ma famille, avec une amie, recevoir un appel, d'être présent. Puis, à un moment donné, on est pris, en tout cas, dans mon cas, j'ai été pris d'un tourbillon tellement d'années que j'en oubliais de vivre l'instant présent. Fait que ça, j'ai mis la table, hein, j'ai dressé la table. Puis là, ben, j'ai le goût de vous partager des ingrédients suite à ces prises de conscience-là pour vous aider. Puis, tu sais, le but de mes lives, c'est ça, c'est de vous partager mes meilleures pratiques. Là, vous allez dire, mon Dieu, ça fait 22 minutes qu'elle nous raconte sa vie, puis on se rend compte que ça n'a pas été facile. Je peux vous dire que je ne me suis jamais assise là-dessus non plus, puis je ne joue pas à la victimite, loin de moi, loin de là, même à la limite. Au contraire, je suis une personne qui est positive, qui est résiliente, puis j'ai le goût d'aider. J'ai le goût puis tu sais, il n'y a rien de facile pour personne. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un à un moment donné qui me disait: Caroline, la vie est injuste. Oui, c'est vrai. Fait que quand même que je voudrais changer les choses. Fait que c'est juste le regard qu'on porte sur les choses finalement qui va nous aider. Fait que mon premier ingrédient, puis ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre d'importance, mais j'ai vraiment là j'ai posé l'ensemble de mes notes là, pas nécessairement par ordre, comme je vous dis, d'importance, mais par ordre dans lequel ils me sont venus à l'esprit. La première chose que j'aimerais que vous mettiez dans votre recette, c'est de commencer par vous dire que vous êtes assez. Tu sais, la phrase I am enough, you are enough. On est dans des tourbillons de tenter d'être la meilleure version de soi-même tout le temps, puis c'est épuisant. Tu sais, ce qu'on est aujourd'hui, dans le moment présent, ici, maintenant, c'est parfait. Puis si on veut changer des choses, c'est correct, puis on va faire les pas pour changer les choses, mais commencer par accueillir ce qu'on est, se féliciter d'être ce qu'on est, d'apprendre à s'aimer, à se dire: Je t'aime, je suis fière de toi, je te trouve belle, je te trouve bonne, tu es capable, lâche pas. De s'auto-suffire, pour moi, c'est ça. C'est le discours qui roule dans mon cerveau, dans mon imagination, dans mon conscient, même mon subconscient. C'est quoi le discours que j'ai quand je me regarde, quand je m'observe, quand, tu sais, c'est-tu négatif? C'est-tu toujours à me juger? Est-ce que, puis tu sais, ils disent souvent on est les meilleurs, les pires juges pour soi-même, on est les gens qui sont les plus difficiles pour soi. Fait que commencez par vous dire que vous êtes assez. Puis arrêtez de chercher à une quête de quelque chose qui est toujours plus grand puis meilleur. Puis commencez déjà par célébrer ce que vous êtes ici maintenant. Le deuxième ingrédient, c'est de vous faire confiance en ce sens que vous allez toujours trouver à l'intérieur de vous ce que vous cherchez. On a tout en nous
pour réussir. Puis dans mon cas, j'ai misé tellement d'espoir à aller chercher ce que je cherchais chez les autres, dans la validation, dans le regard, dans le toujours plus, d'en faire toujours plus, à m'en oublier moins, mais de réaliser que notre intuition, notre senti, c'est notre meilleur guide. Écoutez-le. Puis quand il y a trop de bruit, là, puis que vous ne l'entendez pas, là, ben, prenez du recul, allez dans le silence, faites de la place pour écouter monter, même si des fois, comme je parlais tantôt de l'autruche, ça semble difficile, écoutez parce que c'est votre meilleur guide. Fait que ça, c'est le deuxième ingrédient. Le troisième, reconnaissez votre valeur. Quand je parlais d'autosuffisance tantôt, puis que je disais, tu sais, faire le choix conscient de se choisir, bien, c'est ça. On est la personne la plus importante, puis on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres ou l'aval des autres ou le regard des autres pour définir notre propre valeur. On doit être capable de faire les gestes et d'entretenir des pensées qui sont bienveillantes à son égard, puis de trouver cette force-là, cette reconnaissance-là en soi, en tout temps. Le quatrième ingrédient, soyez conscient du moment présent. Soyez présent à l'instant. Lorsque j'ai eu la chance de rencontrer Julie Schneider il y a quelques années, elle nous disait, un des éléments, c'est la personne la plus importante, c'est celle qui est devant toi. Fait que si c'est un client, c'est parfait. Si c'est ton enfant, c'est parfait. Si c'est ton conjoint, c'est parfait. Mais faites ce qu'il faut pour que la personne le ressente que c'est la personne la plus importante. Ne pas oublier, quand je parle d'être conscient du moment présent, c'est de ne pas oublier que le temps qui passe, il ne reviendra jamais. Fait que si vous savez ça puis que vous en êtes conscient, je parle d'urgence de vivre, mais c'est, tu sais, où ma mère, elle me disait, elle vis chaque jour comme si c'était le dernier, bien, si c'était le cas, je ne serais probablement pas en train de faire ce que je suis en train de faire, je ferais bien d'autres choses à la place. Mais au-delà de ça, c'est surtout juste d'être conscient que notre temps, on fait le choix de mettre dans notre jardin ce qu'on veut, puis ce qu'on laisse rentrer, puis ce qu'on laisse pousser. Pardonnez-vous vos erreurs. Soyez bienveillant, n'entraînez pas de la rancœur, de la rancune, parce que, tu sais, le pardon, pour réussir à pardonner les autres, souvent, il faut se pardonner soi-même parce que quand on vit une situation qui implique un pardon, bien, il y a un échange. Et dans cet échange-là, bien, il se peut qu'on ait une part de responsabilité. Puis, de se pardonner, hein, d'accepter qu'on n'est pas parfait. Puis la rancœur, puis la chicane, la colère, c'est pas les autres que vous détruisez quand vous médisez, c'est vous. Puis de se libérer, hein, de dire je peux pas changer les autres, sa vérité est probablement aussi bonne que la mienne, même si je vois pas les choses de la même façon que lui. Puis on n'est pas obligé d'entretenir des relations avec les gens qui sont toxiques pour nous. Puis ça, je vais en parler un petit peu. J'ai le goût de vous partager même une expérience que j'ai vécue ce week-end puis qui est venue toucher une corde sensible. Puis j'ai le goût de vous la partager. Ben, je vais le faire tout de suite, je pense. En général, quand, écoutez, c'est ma 4e exposition solo, puis c'est la première qui est en rendez-vous semi-privé. Avant ça, je pouvais avoir des fois 40, 50 personnes en même temps. Puis en fin de semaine, j'ai vécu une situation avec quelqu'un qui a amené des accompagnateurs. Et j'ai compris que la dame aimait pas mon travail. Puis, écoute, moi, je prétends pas l'art, ça se discute pas. T'aimes pas, tu peux être indifférent. Puis, ça me va parfaitement. Puis, je m'attends pas à être aimée, même si je constate que le fait de présenter mon travail, c'est une mise à nu. Mais la personne, elle vient vers moi. Puis, elle dit, c'est trop commun ce que tu fais. Elle dit, c'est déjà vu. Puis, elle dit, tu devrais faire ça à la place. OK, bien, merci, madame, de me partager votre opinion. Fait que là, ça fait comme, OK, c'est bizarre. Tu sais, elle se présente dans mon événement. Elle n'aime pas ce que je fais fine. Elle aurait pu le garder pour elle ou juste dire, hey, bravo, bonne continuité. Fait que là, elle met des choses dans mon jardin. Elle me plante des idées. Puis à travers ça, tu sais, ça a créé un malaise avec les gens qui étaient autour. En tout cas, moi, j'en ai senti un. Puis moi, je me suis sentie très mal à l'aise de la situation dans le fait qu'il y avait plusieurs personnes autour qui ont entendu ça. Puis que comment je réagis à la situation. Tu sais, je me suis vue observer. Puis j'aurais aimé ça réagir autrement si c'était à refaire.
Puis je partageais cette situation-là avec ma famille, puis tu sais, mon conjoint dit, ben, tu aurais pu juste lui demander, et vous, madame, votre exposition, tu sais, parlez-moi-en, puis tout ça, en voulant dire, ben, est-ce que vous peignez? Est-ce que vous avez fait tout ce que j'ai fait pour être capable d'en arriver où je suis rendue, puis de juger mon travail de la façon que vous venez le faire, tu sais? Puis je me suis pas lancée là-dedans, puis le soir, l'accompagnatrice qui avait apporté la personne qui a eu ce propos-là, tu sais, c'est drôle, je m'attendais à ce qu'elle me revienne, mais elle m'est revenue pas pour s'excuser. Elle m'est revenue pour me dire, hey, by the way, la personne qui t'a dit ça, fais-toi-en pas, passe une belle journée. Fait que là, ça a rajouté une pression, mais pas une pression, une déception de dire, attends, là, elle est venue toucher une corde sensible. Puis mon ex-belle-mère, tu sais, il y a des gens dans la vie que quand tu les rencontres, tu as l'impression de t'élever, puis de grandir, puis tu te sens bien. Puis tu as l'impression que des gens qui te mettent dans une petite boîte, puis qui veulent juste te canner, puis qu'ils vont à la limite te, te, te caler au lieu de t'élever. Hein. Il y a des gens comme ça. Puis c'est comme ça que je me suis sentie quand j'ai reçu le courriel de la personne qui l'accompagnait, dire « Oh my God, attends, là. » Puis j'ai eu de la misère à me coucher, puis tu sais, je vous le dis, quand je parle, je me parle à moi aussi parce que tous les propos que je tiens, c'est des réflexions qui m'habitent, mais ça ne veut pas dire que c'est inné tout le temps. Puis là, je me disais, hey, tu vas y réécrire, puis tu vas y dire ta façon de penser. Puis là, je dis à ma, tu sais, je demandais à ma mère, maman, guide-moi, là, tu sais, je devrais-tu répondre, là, je tombe-tu dans la réactivité? Puis finalement, j'ai décidé simplement de déliter le courriel puis de passer à une autre étape. Mais j'ai réalisé que ça avait touché une corde sensible en moi d'accepter que les gens vont tenter de planter des graines de négatives dans votre vie, puis de dire comment tu réagis, puis, tu sais, l'autosuffisance de dire, de douter de soi. Caroline, tu sais, pourquoi qu'elle est venue te chercher? Est-ce que tu crois ce qu'elle te dit? Est-ce que tu es en accord avec ce qu'elle te dit? Puis la réponse, c'est non à toutes ces questions. Mais qu'est-ce qui fait que tu réagis ou que tu te sens mal? Bien là, c'est venu toucher la corde sensible du désir de plaire, la peur de déplaire. Mais chose certaine, cette situation-là est venue toucher aussi des blessures de mon passé sur des gens qui ont croisé ma route et qui n'étaient pas nécessairement des bonnes personnes pour moi, puis que je considère à la limite toxiques, puis d'avoir enduré des situations ou des propos sans. Puis c'est le principe aussi de ne pas se défendre, tu sais, de ne pas retourner, puis ça fait partie de mes difficultés d'être capable d'adresser des situations conflictuelles et de prendre position, puis j'ai besoin comme de prendre du recul à y réfléchir avant de nommer, au lieu de juste de valider. Fait que plus tard dans les ingrédients, on va en reparler, mais je voulais juste mentionner que le sujet tombait parfaitement bien ce soir sur l'autosuffisance parce qu'il y aura toujours des gens qui vont tenter de mettre des choses dans votre jardin. Puis si vous aimez les tulipes puis que la personne elle décide de faire pousser du pissenlit dans ton jardin, si tu la tolères, tu l'acceptes, tu la laisses faire, bien, il va pousser des pissenlits dans ton jardin. Puis ça m'amène à vous dire que vous pouvez faire le choix conscient de vous libérer des croyances qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Hein, j'en parlais tantôt, la permanence des choses. On peut changer d'idée en cours de route. On peut aimer quelque chose aujourd'hui puis ne pas l'aimer dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Et c'est correct de faire le choix de le reculer, de le tasser. Puis dans mes croyances, moi, que j'ai eu le plus pas de difficulté, mais que ça a été le plus long à adresser. Puis c'était principalement relié à la relation que j'avais avec mon père. C'est que mon père valorisait le succès au nombre d'heures travaillées et non à la façon de travailler. Puis il a été des années à m'appeler quand j'étais pas au restaurant puis qu'il passait puis que j'étais pas là. Il dit « T'es où? » Ben, je pouvais être au chalet, je pouvais être en train de faire des achats pour le restaurant ou whatever, mais pour lui, si j'étais pas au restaurant, j'étais pas à la bonne place. Puis ça m'a pris facilement une douzaine d'années comme propriétaire de l'entreprise pour réussir à faire comprendre à mon père que j'étais pas lui, puis que mon modèle d'affaires à moi était différent, puis il était plus, tu sais, on avait plus de succès, on avait plus que doublé le chiffre d'affaires en 15 ans, mais c'était pas assez, puis, tu sais, avant ça, je lui avais parlé, je lui avais dit, mais il ne m'avait jamais entendu. Puis cette fois-là, il m'a entendu. Puis depuis ce temps-là, ça l'a réglé beaucoup de choses. Mais je devais faire le pas, moi, de me choisir dans cette équation-là aussi.
Puis une des croyances aussi, c'est que toute ma vie, mon enfance, c'est aussitôt qu'on pensait à soi, parce que je parle d'autosuffisance ce soir, on était considéré comme égoïste. Puis on se faisait dire, hey, sois pas égoïste, pense aux autres. Puis d'entretenir tout ça, ben, à un moment donné, moi, j'en ai oublié de réaliser que j'étais importante dans ma vie. Puis le fait de prendre soin de soi, le fait d'être bon pour soi, le fait de se mettre des limites, le fait d'exprimer nos choses, ben c'est pas de l'égoïsme. C'est à la limite de l'amour de soi. Mais cette croyance-là sur l'égoïsme, moi, a dicté beaucoup de mes choix. Puis un autre choix aussi, une autre croyance, l'importance de la famille. Puis, tu sais, je dis des fois ou souvent, notre famille, on la choisit pas. On choisit nos amis, on choisit les gens qui font partie de notre bulle familiale, hein, notre conjoint, nos enfants nous ont pas choisis, mais nous, on les a choisis, on les a désirés, on les a aimés. Mais au-delà de ça, c'est qu'on peut mettre une certaine distance, on peut se protéger quand il y a des relations qui sont toxiques ou qui ne font pas grandir, au contraire, qui nous écrasent. Fait que de comprendre ces choses-là, pour moi, ça fait partie des recettes du bonheur, de mon bonheur à moi, en tout cas, de tout. Dans les prochains qui sont beaucoup plus positifs aussi, émerveillez-vous. Retrouvez votre cœur d'enfant. Donc, les enfants, ils regardent une feuille et oh, c'est beau. Mais émerveillez-vous. À chaque jour, prenez le temps d'observer, d'écouter autour de vous, puis d'être connecté. Moi, je l'écris à tous les soirs, mes 5 soleils de la journée. Ça fait partie de mon quotidien depuis des années de réfléchir à dire aujourd'hui, ça a été quoi mes moments d'émerveillement, mes moments de gratitude. Fait que de le faire, d'en prendre conscience, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Dans ma vie, j'ai été beaucoup en compétition avec moi-même, en ce sens que, tu sais, le toujours plus, d'en donner toujours plus, d'en avoir toujours plus. Puis tu regardes ceux qui en ont plus que toi et non ceux qui en ont moins que toi. Puis tu n'es plus dans l'appréciation, tu es dans une course incessante vers quelque chose finalement qui ne donne pas grand-chose. Fait que la gratitude, c'est ça, tu sais, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a, dans le groupement des chefs, qui m'a dit, tu sais, Caroline, le toujours plus, là, le moins mais mieux, tu as-tu déjà pensé? En faire moins, le faire mieux. Mieux pour toi, pas pour les autres, mais pour toi. Puis ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi qui cogite, puis que je continue. Puis mes gratitudes à tous les jours, tu sais, je remercie l'univers simplement d'avoir vécu une journée, peu importe le type de journée, ben, je trouve quelque chose de positif dans cette journée-là. Contrôlez vos pensées. Nous sommes nos pensées. Soyez optimiste. C'est un exercice qu'on doit faire consciemment. L'imagination, c'est la plus grande faculté créatrice, mais ça peut aussi être la plus destructrice. Puis, moi, je suis très, très bonne dans les scénarios catastrophes. Puis, ça en est rendu quasiment un gag quand je le raconte aux gens autour de moi, de dire hey, moi, je t'ai rendu là, puis ça, puis là, les gens, mon Dieu, comment tu fais même juste pour penser à ça? Puis l'énergie que tu déploies juste à entretenir cette pensée-là. Fait que contrôlez vos pensées. Je dois contrôler les miennes. C'est un défi, mais ça fait partie de ma recette du bonheur quotidien. J'en parlais tantôt, mais je veux juste y revenir. Clarifier les discussions qui vous blessent. Souvent, dans mon cas, je vous parlais de la situation que j'ai vécue le week-end dernier. C'est une situation, oui, qui m'a blessée ou qui m'a mis mal à l'aise, mais j'ai la tendance à freezer, à geler. Puis là, j'ai besoin de prendre du recul, réfléchir, alors que j'aurais pu simplement dire, ben, je perçois ce que vous me dites comme ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Puis de valider, valider votre compréhension ou de partager comment vous vous sentez, même si c'est difficile. Puis ce que je me rends compte, c'est d'aborder des sujets de souffrance, des sujets quand il y a un malaise, quand on ne se sent pas bien. Dans mon cas, c'est un très, très grand défi. Puis, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Si vous avez des commentaires sur mes propos, n'hésitez pas à commenter. Je vous lis, puis j'apprécie chacun de vos commentaires, sachez-le. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait du bien. Quand j'ai fait mon premier burn-out, j'ai fait le programme de Christine Michaud, mon projet Bonheur, qui est un livre de 12 semaines, aiguillé sur 12 chapitres, 12 semaines,
Et les premiers exercices qu'on devait faire, c'était de nommer ou d'écrire ce qui nous fait du bien, que ce soit juste de regarder la nature, d'être sur le bord d'un feu, de prendre un bain chaud. On s'entend là, que ça n'a pas besoin de coûter de l'argent, ça n'a pas besoin d'être une sortie, mais qu'est-ce qui me fait du bien? Puis de m'assurer à tous les jours que je fais quelque chose qui me fait du bien, de prendre un moment pour moi. Nonobstant à quelle heure de la journée, mais de prendre un moment pour moi. Fait que faites chaque jour quelque chose pour vous qui vous fait du bien. Entretenez seulement les relations qui vous font du bien. Je ne sais pas ce que des fois, pourquoi on s'accroche à des relations où c'est des gens qui viennent prendre dans nos vies au lieu de donner, où c'est toujours à sens unique, ou à la limite, on reçoit des commentaires qui sont désobligeants ou peu importe, mais on peut faire le choix conscient. Quand je parle d'autosuffisance, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis, my God, tu sais, je vous parlais de la croyance que la famille, que c'était pour la vie, puis que c'était ce qui est le plus important. Mais, tu sais, assurez-vous d'être entouré de gens qui vous élèvent, qui vous font grandir, puis qui à la limite, qui vous envoient jamais dans la petite boîte que je vous parlais, qui vous font sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. Le 13e, faites la liste de ce qui est le plus important pour vous, puis respectez cette liste-là. C'est là que vous devez mettre vos énergies. Fait que, tu sais, si sur cette liste-là, je peux vous dire ce qu'il y a sur ma liste. Moi, ce qui est le plus important dans ma vie, puis je l'ai complété. J'ai répondu à cette question-là en me posant la question, demain matin, je perds tout. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est mon conjoint, c'est ma fille, c'est ma belle famille, c'est mes beaux-parents, c'est mon père, c'est mes amis. C'est ça qui est le plus important. Fait que c'est pas la maison, c'est pas les actifs, c'est pas les belles voitures, c'est pas mes toiles. Demain matin, on perd tout. Je vais être encore capable de créer, je vais être capable de me repartir, je vais être capable de continuer ma vie. Mais si les gens que j'aime le plus autour de moi sont pas là. Fait que en prenant conscience de ce qui est le plus important, ben quand on parle d'autosuffisance, ben si les gens qui sont autour de nous, c'est des gens qui nous font du bien, ben c'est drôlement plus facile d'entretenir de belles pensées à son égard aussi. Fait que l'environnement autour de nous a un impact important sur comment on réussit à s'autosuffire et à prendre soin de nous. Dans les dernières années avec Caro, je peux vous dire que osez, essayez, sortez de votre zone de confort, soyez curieux, posez des questions, lisez, soyez fous, explorez, brisez les conventions. C'est toutes des choses que j'ai fait. Puis c'est là que j'ai découvert mon plein potentiel. C'est là que ma créativité a émergé. C'est là que les possibilités de m'ouvrir sur le monde et sur des aventures nouvelles, ben c'est en osant, en tout cas, avec l'histoire que je vous ai racontée d'Aro, c'est sûr. Fait que, et oser. Puis, ce que ça va créer chez vous, le grand sentiment de plénitude, le sentiment d'être sur votre X, le sentiment d'être à la bonne place. Moi aussi, le 15e ingrédient de ma recette du bonheur, c'est que j'ai un 10% de buffer. Puis lui, là, il m'a aidé souvent dans ma vie. Le 10% de buffer, là, c'est de se donner le droit à l'erreur. 10% des décisions que je prends, nonobstant lesquelles sont erronées, sont pas bonnes, vont me coûter de l'argent, je vais me tromper, je vais faire une erreur. Il va avoir un effet quelconque qui va être désagréable. Puis au lieu de m'auto-mutiler, pas mutiler, là, mais auto-flageller, puis à me taper dessus, puis me dire « Oh my God, Caro, ça n'a pas de sens. » Puis là, ça va avoir... Si c'est dans mon 10% de buffer, on passe à un autre appel, c'est normal. Fait que de normaliser l'erreur, d'accepter l'échec, d'accueillir l'échec comme étant un élément du processus, moi, ça m'aide à rester constante et à rester focusée sur le grand objectif. Un défi que je vous partage aussi, qui est une recette d'apprendre à dire non. Combien de fois j'ai pris des décisions pour aider quelqu'un, mais ça ne résonnait pas en moi. Je n'étais pas à l'écoute de mes besoins, j'étais à l'écoute des besoins des autres, mais je n'avais pas le goût de le faire, puis je l'ai fait pareil. Puis au final, ça ne m'a absolument rien donné de plus. Ça ne m'a pas enrichi, je ne me suis pas sentie mieux.
Fait que d'apprendre à dire non puis de respecter ses limites, c'est aussi pour moi une recette, un ingrédient de ma recette dans le bonheur. Arrêter de se comparer, hein, d'arrêter de se comparer aux autres. On est unique, puis c'est ce qui fait que c'est beau, c'est notre unicité. Fait que arrêtons d'essayer de faire comme les autres, d'être comme les autres. Oui, on a des gens qui nous entourent qui sont inspirants, puis my God, par chance qu'ils sont là parce qu'ils nous amènent à vouloir plus, à se dépasser, à être meilleurs, mais il ne faut pas que ça devienne nocif ou toxique ou que ça soit une source de démotivation. Un autre point aussi, puis ça, c'est dans mes accompagnements suite à mes soucis de santé, j'avais une psychologue qui me disait: «Caroline, tu n'as tellement pas besoin de te justifier, puis arrête de te culpabiliser.» Tu sais, quand on dit non, ben là, on se sent coupable. Quand on ne peut pas faire quelque chose, ben on va tenter de se justifier. Puis tu as juste à dire, ben ça ne m'adonne pas ou malheureusement, je ne peux pas répondre à ton besoin et à toi. Puis tu sais, tu n'as pas besoin de te justifier parce que quand tu tombes là-dedans, c'est encore là, c'est dans le regard de l'autre et non dans le fait d'être juste de se respecter. Fait que ça fait le tour des points que j'ai mis sur papier dans les derniers jours pour préparer ce live-là sur l'autosuffisance. Dans les commentaires, j'ai mis quand même plusieurs informations que je veux vous partager parce que pour moi, c'est super intéressant. Le premier, c'est un texte de Charlie Chaplin qui ça dit « Le jour où je me suis aimée pour de vrai ». Je vous ai mis le lien, c'est un lien que j'ai trouvé sur Internet, là, mais c'est un texte... j'aurais aimé ça vous lire, mais je pense que je vais skipper la lecture. Je vais vous inviter simplement à aller le télécharger dans les commentaires là, que j'ai mis. Mais ce texte-là, c'est une amie qui me l'a offert dans un beau petit rouleau, comme un parchemin. Puis, il est présent dans ma table de chevet, il est présent sur le mur de mon bureau, il est présent aux endroits le plus importants. Puis, je vous lis juste... finalement, j'ai le goût de vous lire au complet, mais il y en a une ici qui dit « Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété, ma souffrance émotionnelle n'était rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'authenticité. » Fait que c'est tous des éléments qui parlent de l'estime de soi, d'authenticité, de maturité, de respect, d'amour-propre, de simplicité, d'humilité, de plénitude. Puis au global, l'ensemble de tout ça, ben, c'est la vie. Fait que c'est un super de beau texte. Je vous invite à aller le télécharger. Merci Natacha d'avoir mis ce texte-là dans ma vie parce que je peux te dire que le sujet de l'autosuffisance d'aujourd'hui touche principalement ce sujet-là, puis c'est quelque chose qui m'habite. Chaque semaine, je vous partage des suggestions de lecture. Là, j'en ai tellement qu'on ne me voit plus. Fait que je vais vous les lire, puis ils sont encore là dans les commentaires. Je pense que je vous aurais pu vous en donner une vingtaine de lectures suggérées sur le sujet de l'autosuffisance ou du bien-être ou du bonheur. Je vais y aller là, dans un ordre, pas nécessairement là, les plus importants, mais ceux que j'ai sous la... Fait que bien sûr, la liste de Jérémie Demé, je ne sais pas si on voit bien. Oui, parfait. Donc, très, très belle lecture avec les post-it. Vous allez comprendre. Puis, tu sais, mes post-it, là, je vous les montre, là, ils existent pour de vrai. Un livre de Raphaël Giordano qui dit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as juste une. » François Lemay a écrit « Tout est toujours parfait. » Très, très beau livre. Hein? L'art d'accueillir ce qui est. Laisser être ce qui est. Puis, sur ce... je dis mon ami, c'est plus une connaissance, mais quelqu'un qui m'a vraiment inspiré beaucoup, Rémi Tremblay. J'ai eu l'honneur de le rencontrer à 2 reprises. Puis Rémi disait, tu sais, il dit une fleur, une rose ne peut pas espérer être une tulipe. Quand elle pousse, elle demeure une rose et elle restera une rose pour le restant de ses jours. Puis, tu sais, peu importe où elle va pousser, ben c'est le soleil, c'est la pluie. Ça se peut qu'elle ne soit pas à bonne place puis que sa vie soit écourtée. Il y a un paquet, mais laisser être ce qui est, c'est d'accepter ce que nous sommes, puis à partir de là, dire qu'est-ce que je fais avec ça, mais sans essayer d'écraser les gens autour de nous. Fait que c'est bref, très, très belle lecture. Je suis sautée du coq à l'âne, mais en tout cas, je reviens. L'essence du bonheur d'Alexandre Nadeau. Très, très belle lecture aussi que j'ai trouvée très inspirante. Puis c'est drôle parce que quand je lis personnellement, j'ai toujours un surligneur.
Puis, c'est un livre qui a beaucoup, beaucoup de choses de surlignées à l'intérieur. Fait que je présume qu'au moment où le livre est arrivé dans ma vie, il m'a fait vraiment beaucoup de bien. Puis un livre un petit peu plus bonbon, mais que j'ai trouvé très intéressant d'Ève Martel, qui est tellement swell. Petit guide pour transformer sa vie en douceur. Puis encore là, elle parle de pardon, de plein de choses avec des super de beaux thèmes. Fait que c'est des livres qui m'ont inspiré moi. Puis je vais terminer en vous parlant rapidement du sujet de la semaine prochaine, ben, dans le fond, en annonçant le thème de la semaine prochaine, qui est le pouvoir de la vulnérabilité. Fait que je vais vous parler de situations dans ma vie où la vulnérabilité a pris beaucoup de place ou aurait dû prendre plus de place. Puis, fait qu'on va parler un petit peu là, de tout ce chapitre sur la vulnérabilité. Et je vous fais des petits rappels. Il y a un groupe privé sur Facebook dans la tête d'Aro. Il y a des commentaires super pertinents. Je rajoute du contenu à toutes les semaines aux membres du groupe. Fait qu'allez faire votre demande dans le groupe pour vous joindre. C'est vraiment une communauté que je veux amener à échanger puis à continuer finalement les lives du lundi, mais au courant de la semaine sur différents sujets. Je vous ai mis un lien aussi dans les commentaires pour voir en version 3D une visite virtuelle, donc dans le confort de votre foyer, de visiter ma galerie d'art, la galerie Aro avec l'exposition Le temps nous appartient. Donc, la vidéo a été faite la semaine dernière. Il est à jour. Toutes les œuvres qui sont là sont sur les murs actuellement. Plusieurs sont vendues. Par contre, ça vous permet déjà de voir le milieu dans lequel je peins, le milieu dans lequel j'expose mes œuvres et de voir l'exposition Le temps nous appartient. Fait que vous avez le lien pour aller faire la visite virtuelle. Et sachez que dans la tête d'Aro, les lives sont en rediffusion sur ma chaîne YouTube Aro Artiste. Sur Spotify, simplement taper dans la tête d'Aro en version podcast, donc juste audio. Et il y a possibilité, bien sûr, là, sur Facebook et LinkedIn, dans mes profils, de revoir là, les vidéos. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Je ne sais pas si le contenu que j'ai partagé avec vous a résonné en vous, a touché des cordes sensibles, comment vous vous êtes sentis. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des petits messages en privé. J'apprécie, je vous lis. Je tente de répondre. Ben, je réponds à tout le monde. Puis, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Puis, passez une très, très belle semaine. Puis, prenez soin de vous. Bye bye.